Et on va tout de suite passer à un regard des institutionnels. Regard croisé sur l'autonomie stratégique. Pour ça, je vais appeler Martin Julliard à monter sur scène. Martin Julliard, vous travaillez au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous laisse monter. Et Bruno Dupré, du secrétariat général du service d'action extérieure de la Commission européenne. Bonjour messieurs, je vous en prie, je vous laisse vous asseoir. Très bien, je vous en prie, installez-vous. Martin Julliard, on va commencer avec vous. Je le disais donc, vous travaillez au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes le directeur adjoint de la diplomatie économique. Et avec vous, on va un peu planter le décor géostratégique, si je puis dire, de la montée en puissance de ces questions d'autonomie et de souveraineté. Je vais vous poser une question peut-être un peu grossière, mais assez claire. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la fin de la mondialisation telle que nous l'avons connue depuis 30 ans ? Pourquoi c'est moi ? Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a un mot à la mode en ce moment, c'est découplage. Tout le monde découple. Alors c'est arrivé en fait d'abord dans les équipes de campagne de Donald Trump. Et en fait, ça venait de plus loin. Hein. C'est quelque chose qui émerge dans la montée du mercantilisme et dans la politique commerciale américaine. Et puis tout le monde s'est mis à découpler. Tout le monde veut se découpler de tout le monde, ou c'est un peu l'impression qu'on a. Donc les États-Unis qui veulent assurer le découplage technologique avec la Chine pour bloquer le rattrapage. La Chine qui elle-même, en retour, met en scène le découplage qui est avec les États-Unis, qui est un levier en fait à la fois dans le cadre de son recentrage économique, mais également pour assurer justement son rattrapage technologique. Même nous, aujourd'hui, faisons du découplage. Ce qu'on fait avec la Russie en ce moment n'est ni plus ni moins que chercher le découplage économique d'avec la Russie, énergétique, mais également sur le plan des investissements pour bloquer les capacités de financement par la Russie de son effort de guerre. Alors derrière, qu'est-ce que ça signifie ? J'ai l'impression... Alors, c'est une vision un peu personnelle, mais les crises qui se succèdent depuis au moins 2008, en fait, sont si on les regarde avec un petit peu de distance et un regard d'un non-économiste, j'ai l'impression qu'elles sont d'un type un peu nouveau. Ce sont des crises de circulation. Ce sont de moins en moins des crises de déséquilibre de marché, mais de plus en plus des crises de circulation. Crise de circulation des actifs financiers en 2008, crise de circulation des biens et des services pendant la pandémie. Et aujourd'hui encore, la crise russe crée des troubles dans les circulations d'un certain nombre d'actifs. Et la remise en cause de la mondialisation à travers le découplage, en fait, c'est une remise en cause des circulations globales. Et vous avez aujourd'hui, à travers les stratégies de puissance qui sont articulées par les deux grandes puissances, Chine et États-Unis, en fait, une volonté plus ou moins consciente, plus ou moins affirmée, de remettre la main sur, disons, la surface de marché globale qu'avait organisée la globalisation pour reprendre le contrôle des circulations à tout point de vue. C'est particulièrement vrai de la Chine qui clairement veut réorganiser et restructurer la mondialisation de façon concentrique, en réorganisant les flux financiers, d'investissements, technologiques, commerciaux, autour d'elle-même, de sa région, de son environnement immédiat et de son environnement plus large. L'adhésion, enfin le RCEP est extrêmement significatif de ce point de vue-là, mais c'est vrai aussi des... Le RCEP, pardon pour... Ah oui, c'est l'accord commercial qui a été conclu entre la Chine, l'ASEAN, le Japon et la Corée du Sud, qui est absolument novateur de ce point de vue-là. Donc on a vraiment, de ce point de vue-là, une volonté de restructurer l'espace et de restructurer les flux. Autour de stratégies de puissance, ce qui n'est pas la vision européenne dans cette affaire. Donc nous cherchons effectivement... Donc c'est une question de définition du modèle, finalement, qui est en train de se jouer. Tout à fait. Et à tous égards.
C'est-à-dire que c'est à la fois la définition du modèle comme compréhension d'une forme d'universalité dans ces circulations, mais également sur les règles et les normes et les modes de régulation qui vont permettre à ce modèle de fonctionner. Les normes ESG, comme le disait monsieur Roux de Bézieux à l'instant, mais également les standards industriels qui sont absolument décisifs en la matière et de façon générale la capacité à structurer les marchés. Il y a aussi l'importance du level playing field, m'avez-vous dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, en fait, de manière plus générale, c'est la vision que les Européens ensemble essayent de porter. Et quand on parle effectivement d'une voie européenne pour essayer de promouvoir cet équilibre entre autonomie et préservation de la mondialisation, c'est très exactement de ça qu'il s'agit. Et ça se joue à plusieurs niveaux. Le premier niveau, comme je le disais, c'est essayer de préserver ces libertés de circulation globales et donc essayer de conserver une forme d'ouverture qu'elle soit commerciale, en matière d'investissement et ainsi de suite. En second lieu, c'est essayer de préserver le level playing field, c'est-à-dire éviter d'avoir des ruptures ou un fractionnement des surfaces de marché pour conserver des règles qui soient universelles et applicables partout, et autant que possible, les plus élevés possibles, en matière sociale, de gouvernance, anticorruption, de matière financière, de conformité financière, en matière environnementale, bien entendu. Et enfin, c'est également une capacité à maintenir une définition collective de ces modes de régulation, d'où l'importance que nous attachons à la préservation du multilatéralisme, y compris en matière commerciale. Et la réforme de l'OMC est un des enjeux capitaux pour nous tous, aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro. Donc est-ce qu'on va sortir de la mondialisation ? La réponse est clairement non. Les choses bougent, évoluent, bien sûr, mais la mondialisation sera toujours là. On va parler d'autonomie stratégique ce matin. Est-ce que autonomie stratégique et souveraineté, ça veut dire autarcie ? Non, justement. Pour nous, c'est même quasiment à l'opposé. L'autonomie n'est pas l'autarcie et ne doit absolument pas l'être. C'est une vision qui est extraordinairement dangereuse, ne serait-ce que parce qu'elle mène à des aventures comme l'aventure russe aujourd'hui et comme l'agression russe en Ukraine, qui s'est fondée aussi sur une tentative de reconstruction d'une forme d'autarcie au moins financière russe. Donc là-dessus, non. D'abord, c'est impossible, à tout point de vue. On ne détricote pas ce qui s'est tricoté depuis au minimum 60 ans. Oui. En second lieu, ça n'est pas dans nos intérêts. Bien évidemment, pas besoin d'avoir fait 30 ans d'études en économie pour comprendre le niveau d'appauvrissement qui en ressortirait. Mais même sur la politique que nous menons, quand nous parlons d'autonomie stratégique, c'est en fait une série de capacités, enfin c'est plutôt une capacité à maîtriser les chaînes, de valeur et à préserver le bon fonctionnement des circuits de toute nature. Et donc, il faut avoir la capacité à garder le bon positionnement sur les chaînes de valeur. Donc, aussi bien au niveau de l'entreprise que quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire au niveau de nos économies considérées globalement. Il s'agit de préserver ces chaînes de valeur, c'est donc sur l'amont, et donc conserver, encore une fois, j'y reviens, mais c'est fondamental, la capacité à garder ouverts les canaux d'approvisionnement et les canaux de circulation, à les diversifier si nécessaire, repenser des politiques industrielles qui permettent de couvrir l'ensemble des chaînes de valeur collectivement. Alors, en effet, la politique des avantages comparatifs ou la théorie des avantages comparatifs doit être repensée sur une base qui est probablement plus régionalisée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Mais ça, c'est un mouvement qu'on avait déjà perçu dès le milieu des années 2010 et qu'en fait, la pandémie n'a fait qu'accélérer. Et puis, donc, probablement une révision de la politique de la concurrence,
puisque la politique de la concurrence doit aujourd'hui penser au moins autant sur les risques liés aux concentrations verticales que sur les risques de concentration horizontale. Et dernier point, et là aussi c'est absolument fondamental, l'autonomie, c'est aussi penser en termes de normalisation industrielle. La véritable autonomie, c'est celle qui nous permet de formuler les normes, les standards industriels, autant que les normes de régulation, qui vont structurer les marchés de demain et qui permettent d'identifier également les marchés porteurs de demain. On a déjà là plusieurs pistes de réflexion pour la suite de nos échanges. Merci beaucoup Martin Julliard pour cet exposé. Bruno Dupré, je me tourne vers vous. Je rappelle, vous êtes conseiller sécurité-défense auprès du secrétariat général du service d'action extérieure de la Commission européenne. Vous êtes à Bruxelles l'homme en charge de la coordination du dossier autonomie stratégique, qui n'est pas le moindre des dossiers de la présidence française de l'Union européenne. Avant votre exposé, je voudrais rappeler ce que disait Jean Monnet. On s'en souvient bien, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Des crises, Dieu sait qu'on en a eu ces dernières années au sein de l'Europe. Est-ce qu'elles ont poussé à l'émergence d'une forme de souveraineté européenne ? D'abord, merci à l'ESSEC. Micro. Tenez, s'il vous plaît. Merci au MEDEF de m'accueillir. Et je reconnais quelques têtes que j'ai fréquentées dans une vie antérieure. Je crois que, d'abord, le service extérieur n'appartient pas à la Commission. C'est une institution autonome. Merci de le préciser. Comme le Conseil, comme le Parlement. Absolument. Et comme la Commission. Tout a été fait pour ça. L'idée, justement, c'est de créer un corps européen de diplomates. L'autonomie stratégique, c'est trois choses. C'est des défis, une prise de conscience et puis un certain nombre de boîtes à outils. Les défis, je crois que l'Ukraine nous les a exacerbés. C'est d'abord un enjeu de société. On se pensait au XXIe siècle concentré sur les véritables priorités de demain, le numérique et le développement durable. Et nous voilà projetés en arrière sur des visions d'empire pour le 19e, mais avec des moyens du 20e, oui. Des colonnes de chars, de blindés et quelques exactions qui nous rappellent un certain nombre de choses. Je crois qu'on parle souvent du brouillard de la guerre, mais l'Europe s'est laissée un peu aveugler par le brouillard de la paix. Le deuxième défi, c'est la fragilité de notre économie. On s'est concentré sur la guerre commerciale, donc sur la Chine en grande partie, et on fait face là à une vraie guerre avec la Russie, avec des conséquences immédiates sur les prix, que ce soit matières premières, matières rares, blé, maïs, les énergies, et puis aussi sur des signaux d'alerte multiples sur le taux d'intérêt, sur l'inflation, sur le renchérissement de la vie. Et donc, on voit bien qu'on est passé d'une autre dimension où le géopolitique reprend sa place. Ce n'est pas une weaponisation de l'économie, c'est carrément la guerre qui est là et qui accélère notre fragilité. Et enfin, le troisième défi ukrainien, je dirais, pour l'autonomie stratégique, c'est notre positionnement vis-à-vis des grandes puissances. L'Europe est un terrain de jeu, le fameux level playing field, et n'a pas encore trouvé son point d'équilibre. Et il y a une perte de confiance du modèle politique, non seulement contesté à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et en fait, ces défis ne sont pas nouveaux. Quand on regarde les crises systémiques du système politique européen, s'accélèrent depuis 20 ans. Oui. 2001, les tours jumelles, 2008, Lehman Brothers, 2016, Trump et le Brexit. C'est un millénaire de crise. Depuis le Covid, contexte. Afghanistan, AUKUS, et puis, effectivement, l'Ukraine. Et nos vulnérabilités sont enfin apparues au grand jour avec la chaîne de valeur, avec l'absence de protection de nos espaces vitaux, maritimes, cyber, l'hyperespace, et aussi un besoin de diversification. Alors, l'autonomie stratégique, c'est tout ça. C'est la prise de conscience de ces crises, de nos vulnérabilités, mais c'est surtout le passage d'une certaine innocence politique au début d'une culture stratégique. Et on voit cette culture stratégique, elle passe par une solidarité politique, économique et humaine qui est sans précédent depuis 50 ans. L'OTAN, l'UE, l'OSCE, chacun s'est recentré sur ses compétences de base
pour une véritable approche commune. Et en Europe, tout ne se mesure pas au résultat. Pour l'Europe, l'audace est déjà un résultat. Et parallèlement à cette prise de conscience, on a aussi un certain nombre de boîtes à outils qui ont été mis en place. Ils ont été mentionnés par les uns et les autres. La dernière, c'est la boussole stratégique, le livre blanc européen dans le domaine de la défense. Il y a évidemment toutes les stratégies sur les 5G, sur les données, sur le contrôle des investissements, sur l'instrument de la Commission sur la coercition, qui a à peine 6 mois. Il y a le travail du commissaire Breton sur les 14 écosystèmes qui débouchent sur des projets importants d'intérêt européen, que l'on connaît tous, hydrogène, semi-conducteurs, batteries, etc. Et on voit bien ici que l'objectif est clair, c'est ne pas se faire imposer nos règles du jeu à travers un certain nombre de segments sur lesquels on met l'accent pour endiguer nos vulnérabilités. Et là-dessus, il y a 2 axes clés. Il y a l'industrie, bien évidemment, on va en parler aujourd'hui, qui est l'axe clé de l'autonomie et de la résilience. Et aussi l'axe clé de notre responsabilité collective et individuelle. Et puis, il y a les partenariats à l'étranger. Vous le disiez il y a un instant, Martin, c'est l'idée que l'interdépendance, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème en soi, c'est une interdépendance subie et non pas une interdépendance choisie. Et ça suppose de repenser entièrement nos partenariats à l'étranger avec une vision plus sécurité économique, je dirais, qui est une façon complexe de concevoir les liens étroits entre les affaires étrangères, le commerce, l'innovation et puis le digital. Et quand on va aujourd'hui travailler sur les sommets en Afrique ou avec l'Indo-Pacifique, on fait en sorte que ces 3 axes-là, le commerce, affaires étrangères, innovation et digital, soient dans nos partenariats et qu'on passe de l'idée d'assistanat, qui était très, comment dire, le cœur de la Commission dans son historique, à une idée de two-way street cooperation. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc on n'a pas tout réussi, mais nous n'avons pas rien fait. C'est ça un peu l'idée. Et je crois que l'ampleur du choc qui est devant nous dépendra du conflit, des conditions de sortie de crise sur lesquelles on travaille, et de la dureté de la confrontation qui s'en suivra avec la Russie. Mais le plus important, je terminerai là-dessus, si vous me permettez, c'est qu'il faut garder le double canal. Et ça, c'est non seulement la vision française et la vision allemande, mais c'est une vision qui n'est pas partagée par tous. Mais c'est-à-dire l'importance de, à la fois, peser pour faire du pushing back, oui. Et pas simplement en Russie, mais aussi vis-à-vis de partenaires qui nous confrontent, mais aussi le canal de la diplomatie. C'est particulièrement vrai avec la crise qui est actuellement en cours en Ukraine. Il est très important de tout le temps à la fois monter dans la capacité à répondre et à pousser vers à l'intérieur de la confrontation, mais aussi de maintenir le canal de la diplomatie et du dialogue. Merci beaucoup à tous les deux, Martin Juliard, Bruno Dupré, pour cette présentation qui dresse les pistes de beaucoup de sujets dont on va parler tout au long de la matinée. Je vous invite à vous réasseoir dans la salle.